Septième capsule, la fonction partie entière. Comme on a vu au début, lorsque je vous montrais les modèles de fonctions, la fonction partie entière est la première fonction que nous verrons en entier. Donc, les fonctions partie entière sont des cas particuliers des fonctions en escalier que vous avez vues en CST de 4, mais pour lesquels tous les segments horizontaux sont isométriques. Donc, qui ils mesurent exactement la même chose, et la distance entre deux segments consécutifs est aussi constante. Ce qui va nous permettre de trouver une règle simple pour l'ensemble de la fonction, au lieu de la considérer comme une fonction définie par partie, comme vous avez vu en CST de 4. Donc, ce qu'on va commencer à voir, c'est la fonction partie entière de base. Laissez-vous pas impressionner par les symboles qu'il y a là, je vais vous les expliquer un par un. Donc, on dit que la fonction partie entière de base se définit comme suit. F, les réels vers les entiers relatifs. Là, on fait appel à une notion que vous n'avez pas vue en début, puis sur laquelle je ne suis pas revenu. C'est ce qu'on appelle la notation fonctionnelle. Je vous explique ça tranquillement. Ça, ici, ça veut dire que la fonction, je vais l'appeler F. Les réels, ça veut dire que c'est l'ensemble de départ. Ensemble de départ. Ça veut dire que les X, ma variable indépendante, va aller puiser ces valeurs parmi les nombres réels. Ça veut dire que n'importe quel nombre réel est possible pour la variable indépendante. Alors que pour la variable dépendante, la fonction elle-même, mais seulement les valeurs entières sont permises. C'est ce qu'on appelle l'ensemble d'arrivées. Alors là, ce qui est possible pour les X, c'est les réels en entier, l'ensemble des nombres réels, et pour la fonction, c'est seulement les nombres entiers, et vous allez voir pourquoi, dans un instant. Là, la fonction s'appelle F, on la voit ici, F. La variable indépendante s'appelle X, donc c'est F de X, rien de nouveau, on a déjà vu ça. Ce qui est différent, c'est le symbole qu'on a ici. Crochet de X, crochet. Ça, on est habitué de voir ça, ce symbole-là, lorsqu'on utilise des intervalles. Dans ce cas-ci, dans cet exemple-là, quand c'est une variable qui est entre les deux ou un seul nombre, c'est pas un intervalle, ça veut dire partie entière de X. Alors, je vais vous dessiner ça d'un instant. Donc, cette fonction, on dit qu'elle associe à chaque valeur de X réelle le plus grand entier inférieur ou égal à X. Il est là notre entier qu'on voit ici, les nombres entiers. Donc, on va toujours associer un nombre entier à un nombre réel. C'est pour cette raison-là qu'on va l'appeler la partie entière. On vient définir ce symbole-là. L'expression crochet de X se lit partie entière de X. Dorénavant, on ne dira plus crochet de X, on va juste dire la partie entière de X. Ça se calcule de la façon suivante. Si X appartient à un intervalle, donc vu que c'est un nombre réel, il va nécessairement être inclus entre deux nombres entiers, parce que n va être un nombre entier. Alors, la partie entière va être égale à n. C'est très complexe à comprendre, je vais vous aider à faire du ménage là-dedans. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si X étant inclus entre deux entiers, la partie entière va toujours être égale au plus petit des deux. Des exemples, je pense que ça va aider. Premier exemple. Si je prends la partie entière du nombre 2,1, la partie entière de 2,1, c'est égal à 2. Voici pourquoi. Parce que si on prend le nombre 2,1, il est inclus, ce nombre-là, on doit toujours l'encadrer de deux entiers. On va aller voir aussi ce qu'on veut dire. Donc 2,1, c'est un nombre qui est inclus entre un premier entier et un deuxième qui est 1 de plus, forcément. Les deux entiers qu'on cherche ici, 2,1, est inclus entre 2 et 3. C'est un nombre qui est inclus entre 2 et 3, évidemment, c'est 2,1. Ce que ça dit, c'est que si il est inclus entre 2 et 3, je prends toujours le plus petit entier pour la partie entière. Alors, dans notre cas, comme il est inclus entre 2 et 3, ma partie entière donne le plus petit des deux. 2. Donc, finalement, ça a du sens. La partie entière du nombre, c'est le nombre, ici, duquel je néglige la partie décimale.
Sauf que c'est dangereux cette façon-là de voir. C'est préférable de le voir comme ça, donc entre deux entiers. C'est dangereux pour la raison suivante. Si j'arrive avec un nombre négatif, comme je vais avoir dans l'exemple 2, je prends le nombre moins 17,9. Moins 17,9, c'est très proche de moins 18. Mais là, ce qui est important, c'est de voir, il est entre quels deux entiers. Donc, je vais vous inviter à réfléchir, comme les autres fois. Vous mettez la vidéo sur pause, essayez de trouver entre quels deux entiers moins 17,9 est situé. Si vous êtes capable, vous connaissez la réponse, essayez de deviner, de déterminer ça serait quoi la partie entière de moins 17,9. Vous verrez si vous avez raison. Vous mettez la vidéo sur pause, vous réfléchissez avant d'écouter la suite. Moins 17,9, c'est un nombre qui est inclus entre moins 18 et moins 17. On doit toujours avoir l'intervalle fermé à gauche et ouvert à droite. C'est comme ça qu'on le veut ici. Parce que la partie entière ne pourra jamais donner le plus grand nombre. C'est pour ça qu'on l'exclut. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit ça comme ça. Donc, puisque moins 17,9 est entre moins 18 et moins 17, ben, on dit que la partie entière d'un nombre est le plus grand entier inférieur au nombre. Le plus grand entier inférieur, c'est moins 18. Aviez-vous raison? Donc, si vous avez besoin d'autres exercices, j'en ai placé dans le cours. Donc, il y a des exercices pour essayer de déterminer la partie entière d'un nombre. C'est dans les premiers de la série. Donc, morale de l'histoire, toujours retenir ceci. La partie entière d'un nombre, c'est le plus grand entier inférieur ou égal au nombre dont on cherche la partie entière. Là, maintenant, tout ça pour dire qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est une fonction partie entière. Il faut comprendre c'est quoi la partie entière d'un nombre avant de comprendre la fonction. Le graphique d'une partie entière de base, ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est la partie entière de x. Toute la fonction, en rouge, comme on est habitué de voir, c'est notre convention. On la met en rouge à partie entière et on va la modifier par après. Là, histoire de comprendre de quoi on parle, pour bien situer, on peut placer la partie entière de n'importe quel nombre dont on veut là-dedans. Donc, par exemple, je vais effacer par après. Si je veux considérer la partie entière de moins 4,6, on a vu que c'était le plus grand entier inférieur ou égal à moins 4,6, donc moins 5. Voici de quoi ça aura l'air. Donc, moins 4,6, je vais le situer à peu près, ça c'est mon x. Mettons qu'il est à peu près ici. Bien, je m'en viens lire ça. Je m'en viens lire que sur ma fonction. Ah, la marche, le segment horizontal que j'accroche, on pourrait appeler ça une marche, c'est moins 5. Ça coïncide vraiment avec ce qu'on a vu que moins 4,6, la partie entière, c'est le plus grand entier inférieur ou égal. Je vais faire un autre exemple. Mettons que je prends la partie entière de 2,8. Le plus grand entier inférieur ou égal à 2,8, c'est 2. On va aller voir ça. 2,8, c'est à peu près ici. Je m'en viens lire ici et je m'aperçois que la valeur retournée, c'est bel et bien 2. Alors, ce graphique-là que vous voyez devant vous, il retourne exactement ça, la partie entière d'un nombre. Là, maintenant, on va juste en faire l'analyse. Domaine, image, la variation, pour bien comprendre la fonction. Avant de passer à la suite des choses, comprendre comment on peut modifier cette fonction-là. Alors, première chose, le domaine de la fonction, c'est pour quelle valeur de x la fonction existe. Si je ne donne pas de valeur finale ni de valeur de début, par exemple, je pourrais le faire dans un contexte, mais si j'en donne pas comme ici, ben ça veut dire que j'ai accès à toutes les valeurs de x permises. Et on a dit tout à l'heure que c'était les réels au complet. Fait qu'on écrit que le domaine, c'est les réels. L'image, c'est seulement des valeurs entières. Donc, je pars à 0, j'ai 0, qui est permis, 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, 4, moins 3, 4, moins 4, etc. Donc, ce sont seulement les valeurs entières. On va prendre, au lieu d'en faire la liste, je vais écrire que c'est l'ensemble des nombres entiers au complet, Z. Les abscisses à l'origine, maintenant. Les abscisses à l'origine, on ne dira pas une abscisse à l'origine dans ce cas-ci parce qu'il y en a plusieurs. Quelles sont les valeurs que X prend quand
quand la fonction vaut 0. C'est ici. Je vais passer par-dessus en vert. Alors, on a 0 lui-même. Jusqu'à 1, mais pas 1. Alors, si on traduit ça sous forme d'intervalle, les abscisses à l'origine sont 0 inclus. Jusqu'à 1, mais pas 1. Donc, 0 à 1 exclu. Les ordonnées à l'origine. Ben, l'ordonnée à l'origine, parce qu'il y en avait deux, ce ne serait pas une fonction. Il y a juste une seule valeur. C'est celle-ci. À l'origine, quand x vaut 0, la fonction vaut 0. Fait qu'on dit que quand x vaut 0, f de x, au lieu d'écrire f de x, on va écrire f de 0, égale à 0. f de 0, ça veut toujours dire ordonnée à l'origine, ou g de 0, etc. Le signe d'une fonction. Cette fonction-là est positive quand, négative quand. Commençons par positive. La fonction, elle est positive, plus grande ou égale à 0, c'est la même chose que positive. On s'habitue à travailler de façon symbolique en SM. Positive quand? On s'aperçoit qu'elle est au-dessus ou égale à 0. Ici, elle est égale à 0 jusque-là, on l'a vu tout à l'heure. Égal à 0, c'est bon. Plus grand que 0. Bon, on comprend très bien que ça va être l'ensemble des valeurs ici. Alors, je prends l'ensemble des intervalles. Tout est bon. Donc, à partir de 0 et tout ce qui est à droite. On pourrait donc dire que c'est pour toutes les valeurs de x qui sont à droite de 0. On pourrait écrire de 0 à l'infini ou écrire les réels positifs. Négatif maintenant. La fonction est négative si elle n'est pas positive. C'est évident. Mais ça veut dire quoi ça? Ici, ça compte pas parce qu'on l'a déjà pris. Ici, ça compte pas. C'est donc à partir de là. Donc on a le droit à tous les réels négatifs sauf 0 parce que 0 il est inclus dans les positifs. Fait qu'on dit donc ceci. Si x appartient au réel au complet, mais pas 0, et négatif. Les réels négatifs non nuls, qu'on dirait. L'extrémum, bon, la plus grande valeur qu'elle peut prendre, ou la plus petite, ben il n'y en a pas. C'est évident parce que cette fonction-là va jusqu'à l'infini. Pas d'extrémum. La variation, est-ce que cette fonction-là est croissante ou décroissante? Là, voyez-le au sens large, parce que ce sont tous des segments horizontaux. Vous avez appris que quand c'est constant, c'est à la fois croissant et décroissant. Bon, c'est une façon de voir les choses, mais cette fonction-là, on ne sera jamais capable de décider si on fait ça. Fait qu'on dit donc, on regarde globalement. Est-ce que globalement, cette fonction-là, elle croît ou elle décroît? Globalement, elle croît. Fait qu'on dit donc qu'elle est croissante. Si vous voulez donner ce niveau de précision-là, qui n'est pas nécessaire, on peut dire qu'elle est croissante par palier. Sur tout son domaine. Voilà pour la fonction de base. Donc on a vu, je récapitule, on a vu une partie entière d'un nombre, c'est le plus grand entier inférieur ou égal au nombre. On vient de voir le graphique de base de la fonction partie entière, donc la partie entière d'un nombre. Dans la prochaine capsule, on va transformer cette fonction-là avec les 4 paramètres A, B, H et K qu'on a vus au début du chapitre, dans les premières capsules. Donc, prochaine capsule, la transformation par les paramètres de la fonction partie entière.